J'ai donc le plaisir en fait de démarrer cette nouvelle rencontre alumni. Avant d'introduire nos invités, nous avons eu la joie d'avoir un petit mot de notre ambassadrice du réseau alumni, qui est Lina Trémisi, en charge des produits innovants à la CTS et qui nous accompagne tout au long d'une année pour réfléchir, améliorer en fait l'ensemble de nos services. Donc je vais lui laisser la parole et je la reprendrai juste après. Merci beaucoup. Comme vous le voyez au décor qui m'entoure, je ne suis pas à Strasbourg. Toutefois, je suis avec vous par la pensée et par le cœur. En introduction de ces rencontres, dont le thème est comment les politiques publiques peuvent aider les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants, je souhaitais rappeler les objectifs de ces rencontres. Ce format a été créé par mon prédécesseur Jean-Claude Gall et il a pour triple objectif à la fois le rapprochement du monde socio-économique et du monde de la recherche, du monde universitaire. Il a aussi pour objectif de permettre, dans une réciprocité éducative aux diplômés, de monter en compétences. Et enfin, pour les étudiants, il s'agit de partager avec eux les enjeux à la fois du monde socio-économique et de la recherche. Je ne doute pas que vous atteigniez ces trois objectifs aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle rencontre et je vous dis à bientôt dans le réseau Alumni. Merci. Alors merci Lina pour ce petit mot qui nous touche. En fait, Lina se trouve... vous avez peut-être reconnu les images. Elle se trouve actuellement à distance en Corse, voilà, exactement. Et donc, on a l'habitude d'avoir notre ambassadeur avec nous, mais cette fois-ci, elle a tenu à faire un petit message. En tout cas, je suis ravie d'ouvrir cette nouvelle session en fait, des rencontres alumni. Il s'agit de la 6e rencontre, sous un format que nous avons inventé à l'Université de Strasbourg et qui vise à rapprocher en fait, le monde de la recherche, comme le disait Lina, avec les différents secteurs socio-économiques. Il faut savoir que nous avons, pour ce type de projet, nous avons obtenu un soutien financier de la part des investissements d'avenir. Donc on les remercie infiniment. Et on aura des sessions suivantes en fait en 2021 en raison de notre contexte actuel. Aujourd'hui, nous organisons cette session évidemment aussi en ligne, en hybride. Et donc un certain nombre, et j'accueille, et je vous souhaite la bienvenue également, j'accueille donc toutes les personnes en ligne qui suivent cette manifestation. Et je les remercie et surtout sachez que vous êtes vraiment toutes et tous les bienvenus pour poser vos questions à l'issue des présentations de nos invités. Je tiens à remercier aussi mon équipe qui est toujours très performante en fait au niveau du service Relations Alumni, en particulier sur cette opération Nathalie Henbel. C'est une opération qui est particulière puisqu'en fait elle émerge d'une démarche en fait d'appel à projet auprès de l'ensemble des enseignants-chercheurs et elle est donc créée à l'initiative d'une ou d'un d'entre eux. Et donc aujourd'hui on a le plaisir en fait d'accueillir Kittery Roquebert qui est enseignante-chercheuse à la Faculté des sciences économiques et en particulier au laboratoire Beta et qui donc va un petit peu nous exposer son travail de recherche au sujet des politiques publiques et de la manière dont elle accompagne aujourd'hui en fait, à la fois les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants, et de voir effectivement quels sont les enjeux de ces politiques publiques. Et à ses côtés, nous avons le plaisir d'accueillir donc Michèle Herman, qui est directrice du secteur accompagnement et évaluation mission autonomie au Conseil départemental du Bas-Rhin, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui, et qui va nous exposer toute, disons évidemment en version synthétique, mais la politique en fait de l'APA, avec un focus en fait évidemment sur les aidants. Et à côté d'elle, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-Noël Collignon, qui lui-même est chargé de mission au service d'appui aux métiers et à l'innovation sociale et sanitaire, toujours au Conseil départemental du Bas-Rhin, et qui exposera à ses côtés aussi toute la politique complémentaire et innovante en fait, du Conseil départemental pour aider, pour assister en fait, toute cette population de personnes qui aident et qui sont aux côtés des personnes âgées en perte d'autonomie.
Aujourd'hui, en fait, on est toutes et tous concernés par ce sujet. Je trouve que c'est un sujet très important. On est très content de pouvoir en parler aujourd'hui. À savoir que c'est un sujet qui nous touchera toutes et tous. Et donc, je voulais quand même vous adresser mes remerciements encore une fois d'être présents aujourd'hui et de ne pas hésiter à poser vraiment toutes les questions que vous avez, car c'est ce qui nous importe effectivement, c'est d'avoir une partie de débat riche et constructive. Voilà, bah écoutez, je vais sans plus attendre inviter Madame Roquebert à venir me rejoindre pour démarrer sa présentation. Merci beaucoup et bonne rencontre. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être présents pour cette rencontre alumni. Donc, comme ça a été dit, donc je suis maître de conférence à la faculté de sciences économiques et de gestion et je travaille sur les questions d'accompagnement des personnes âgées, que ce soit à domicile ou en institution. Aujourd'hui, on va plutôt parler des personnes âgées qui résident à domicile. Alors, je suis économiste de la santé. Alors, souvent, quand on entend ça, les personnes pensent que les économistes de la santé cherchent à faire des économies sur la santé. Et du coup, déjà, je voudrais dire que ce n'est pas le cas. L'économiste, c'est celui qui réfléchit à l'allocation des ressources, donc des ressources monétaires, de l'argent, mais aussi du temps, de l'énergie, par exemple, quand on s'intéresse aux aidants. Et l'économiste cherche à réfléchir à la bonne allocation des ressources. Et donc, il s'agit pour ça d'étudier les comportements des individus, de comprendre l'effet de ces comportements sur un certain nombre de variables, notamment sur leur santé. Et donc, c'est très différent d'une démarche qui viserait uniquement à chercher à rationner des coûts. Donc, mon travail s'inscrit dans un contexte que vous connaissez tous, qui est celui du vieillissement de la population, que ce soit en France, en Europe, ou même plus largement dans le monde. C'est un vieillissement qui s'explique d'abord pour une raison conjoncturelle qui est l'arrivée des baby-boomers au grand âge dans les années qui arrivent, et qui s'explique aussi pour deux raisons structurelles démographiques. D'abord, l'allongement de l'espérance de vie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que souvent quand on parle du vieillissement, on a tout de suite tendance à penser aux questions de coûts, de prise en charge, mais il faut quand même se rappeler qu'au départ, ça vient d'une bonne nouvelle, on a fait des progrès et aujourd'hui, on vit plus longtemps qu'avant dans nos sociétés. Et la deuxième raison structurelle, c'est la baisse, ou en tout cas la relative stabilité des taux de natalité. Et donc ces différents facteurs entraînent une modification de la pyramide des âges, c'est-à-dire qu'on avait initialement une structure de la population avec une part importante de jeunes et une part plus faible de personnes âgées, et on observe une modification de la pyramide des âges avec moins de population dans les tranches d'âge les plus jeunes et plus de population dans les tranches d'âge les plus élevées. Donc j'ai parlé de l'allongement de l'espérance de vie, c'est-à-dire que du nombre d'années que les individus peuvent espérer pouvoir vivre selon leur âge. Un autre indicateur qui est important à prendre en compte quand on s'intéresse au vieillissement de la population, c'est l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on peut espérer vivre sans avoir de limitations fonctionnelles, sans avoir de problèmes physiques ou psychiques majeurs qui nous empêchent de vivre notre vie quotidienne de manière autonome. Je ne sais pas comment... Oui, après... Donc pour les femmes, cette l'espérance de vie est autour de 85 ans, mais l'espérance de vie sans incapacité est autour de 64 ans. Pour les hommes, on est à 79 ans pour l'espérance de vie et 63 ans pour l'espérance de vie sans incapacité. Donc on voit que l'augmentation de l'espérance de vie n'est pas forcément assortie à l'augmentation de l'espérance de vie sans incapacité, et qu'on a un certain nombre d'années, donc entre 15 et 20 ans, que les individus vont vivre avec certaines limitations fonctionnelles dans les activités de leur vie quotidienne. Et donc ça sont des éléments de contexte qui nous montrent que finalement on doit s'attendre à une augmentation du nombre de personnes âgées en perte d'autonomie. Les projections disent que en 2040, il faudrait compter environ 2 millions de personnes âgées en perte d'autonomie d'ici 2050. Alors du coup, ça pose une question de plus en plus pressante à notre mode d'organisation sociale, que ce soit dans nos familles ou aux politiques publiques.
qui est la question de savoir comment est-ce qu'on va accompagner les personnes qui ont besoin de soutien ou d'accompagnement dans les activités de la vie quotidienne. Donc je m'intéresse ici aux soins de longue durée ou à l'aide médico-sociale. C'est vraiment cette aide concrète pour les activités de la vie quotidienne, pour manger, pour se laver, pour se déplacer. Et ce ne sont pas les soins qui ont une visée curative, comme par exemple le cas des soins médicaux. Jusqu'ici, en France et dans beaucoup de pays, la priorité est donnée au domicile, c'est-à-dire que dans les politiques publiques, comme souvent dans les décisions individuelles, on cherche, tant que possible, à maintenir les personnes au domicile plutôt que d'aller vers l'institution. Donc c'est sur cette population à domicile qu'on va rester concentré aujourd'hui. Et cette population peut être aidée soit par des aidants donc familiaux, qu'on appelle des aidants informels, soit par des aidants professionnels, qu'on appelle parfois formels. Ici, vous avez un graphique qui est tiré de l'enquête CARE, qui est une grosse enquête sur la population âgée de 60 ans et plus en France, et qui vous montre la part des gens qui sont aidés par des professionnels ou par leur famille, selon les tranches d'âge. Et donc on voit bien que la part de gens aidés par leur famille est toujours plus importante que la part de gens aidés par des professionnels, même si au fur et à mesure de l'avancée en âge, l'écart se réduit sans doute parce que l'avancée en âge est associée à de plus fortes limitations d'activité et donc à l'intervention de professionnels. Alors en France, la politique qui est tournée vers les personnes âgées en perte d'autonomie, c'est la politique de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA, qui est donc le principal dispositif à destination des personnes âgées. Alors en France, on a une petite originalité qui est que la notion de perte d'autonomie, elle est vraiment liée à l'âge, c'est-à-dire que l'APA n'est éligible qu'aux personnes de 60 ans et plus. Si vous avez des limitations fonctionnelles avant, vous êtes considéré du point de vue des politiques sociales comme une personne handicapée. Et ensuite, au-delà de 60 ans, on bascule sur l'APA. Et donc cette barrière des 60 ans, c'est une caractéristique assez originale dans le paysage européen. Donc en 2018, l'APA comptait 2,3 millions de bénéficiaires et comptait pour environ 6 milliards de dépenses publiques. C'est une politique qui est définie au niveau national, puis ensuite qui est mise en œuvre par les conseils départementaux, puisque c'est une politique sociale et que les conseils départementaux sont chefs de file de l'action sociale. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui d'avoir des intervenants du conseil départemental. Alors je vais passer rapidement sur les critères d'éligibilité et puis sur le fonctionnement même de la politique, parce qu'on y reviendra, mais pour l'essentiel, l'APA est éligible aux individus de plus de 60 ans qui résident en France de manière stable et qui ont des limitations d'activité évaluées par la grille Agir. Et pour ces personnes-là, le conseil départemental va établir un plan d'aide qui va notamment leur permettre d'avoir accès à une subvention pour de l'aide à domicile professionnelle pour un certain nombre d'heures qui sera évalué par le conseil départemental en fonction du niveau de perte d'autonomie de la personne. Et le plan d'aide peut aussi prévoir des mesures d'aide aux aidants et des mesures d'aménagement du logement. Mais l'essentiel de l'APA consiste principalement en des mesures de financement de l'aide professionnelle en termes de dépenses aujourd'hui. Alors ce contexte démographique et ce contexte de politique publique, ça pose plusieurs questions pour l'économiste, donc je vais vous en détailler deux aujourd'hui. La première question qu'on peut se poser, c'est quel est l'effet de l'APA sur la consommation d'aide professionnelle des individus ? C'est-à-dire dans quelle mesure le fait de mettre en place une subvention publique sur l'aide professionnelle, c'est susceptible de modifier la consommation des individus. Puisque donc, dans le cadre de l'APA, les individus éligibles ont le droit à une subvention sur l'aide à domicile qu'ils consomment pour un certain nombre d'heures qui va dépendre de leur plan d'aide. Et pour chacune de ces heures, les individus vont supporter éventuellement un reste à charge qui va dépendre de leurs revenus et de leur niveau de perte d'autonomie. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais l'idée c'est de se dire que pour chaque heure d'aide, le bénéficiaire va payer un certain pourcentage du prix de l'heure d'aide. Donc par exemple, si on a Madame X qui a recours à un service d'aide à domicile, que le prix de ce service d'aide c'est 20 € de l'heure, et qu'elle a un ticket modérateur qui est de 50%, donc qui dépend, ce 50% il est calculé en fonction de son revenu et en fonction de son niveau de dépendance, elle payera 50% de 20 €, donc elle payera 10 € pour chaque heure qu'elle consommera dans l'ensemble des heures prévues dans son plan d'aide.
Et donc on peut se demander comment ce reste à charge va affecter la consommation d'aide professionnelle. Qu'est-ce que ça change sur la consommation de Madame X, le fait qu'elle paye 10 € au lieu de 20 € pour chacune des heures d'aide professionnelle qu'elle consomme dans le cadre du plan d'aide. Donc en termes économiques, ça c'est la question de l'élasticité prix, et c'est une question qui est importante pour pouvoir analyser l'effet de la politique publique. Parce que si les individus ne sont pas sensibles au prix, si leur élasticité prix est faible, alors le fait de mettre une subvention publique, ça ne va pas affecter le montant de leur consommation finale, puisqu'ils ne sont pas sensibles au prix, donc faire varier le prix à la hausse ou à la baisse ne change pas la consommation. Mais ça veut dire que pour quelqu'un qui est peu sensible au prix, le fait de mettre une subvention publique, ça va simplement venir augmenter son budget pour la consommation d'autres biens. Donc ça, c'est un effet de la politique publique que l'on peut souhaiter ou pas, mais en tout cas, on a besoin de connaître l'élasticité prix pour comprendre les propriétés de la politique publique. A l'inverse, si les individus sont très sensibles au prix, ça veut dire que leur consommation va dépendre de leur reste à charge. Et donc dans ce cas-là, le fait d'offrir une subvention publique sur un service va augmenter la consommation de ce service. Donc dans le cadre d'un projet de recherche, j'ai travaillé sur cette question et on trouve une élasticité prix d'environ moins 0,4. Ce qui veut dire qu'en termes économiques, augmenter le prix de 10% entraîne une diminution de la consommation d'environ 4%. Donc vous voyez que la variation de la consommation, elle est réelle, mais elle est moins que proportionnelle à la variation de prix. Donc dans ce cas-là, on parle d'une faible sensibilité au prix de la demande d'aide professionnelle, ce qui veut dire qu'on se rapproche essentiellement du premier cas que je vous ai décrit, c'est-à-dire une consommation relativement rigide qui vient subventionner la consommation des personnes âgées, mais pas uniquement sur de l'aide à domicile. La deuxième question économique, elle est liée, au-delà des individus qui sont aidés, à leurs proches aidants. L'économie s'est beaucoup intéressée aux proches aidants, enfin, comme beaucoup de sciences sociales, parce que ces proches aidants, aujourd'hui, historiquement et aujourd'hui encore, ils jouent un rôle essentiel, on l'a vu dans le petit graphique tout à l'heure, auprès des individus âgés. On sait que les proches aidants, ce sont en première position le conjoint et les enfants. On sait qu'il y a des logiques très différentes, il y a des logiques de désignation de l'aide et de modalités d'aide très différentes, notamment selon le sexe, avec les femmes qui aident plus fréquemment, de manière souvent plus intense, et pour certains types de tâches qui sont liées à la vie quotidienne. C'est ce qu'on observe statistiquement. Et du coup, l'économie s'est intéressée à cette aide pour comprendre quel était l'effet de cette aide sur la vie des aidants, et a mis en évidence notamment les effets de l'aide sur l'offre de travail, c'est-à-dire que souvent les aidants vont aménager leur temps de travail, soit avec du temps partiel, soit éventuellement même en sortant du marché du travail. On a vu aussi les effets de l'aide sur la santé physique et mentale des aidants, et des effets aussi en termes de vie sociale. Et on voit que les effets de l'aide sur ces différentes variables, elles sont d'autant plus fortes que l'aidant est un aidant intensif, donc qui apporte des volumes importants d'aide. Et donc ça souligne la nécessité pour les politiques publiques d'accompagner les aidants, éventuellement de les soulager avec des dispositifs de répit, dont on parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Donc pour terminer, je voudrais juste souligner qu'on est dans un contexte encore qui est très mouvant, déjà parce qu'en termes démographiques, on est en train de vivre cette évolution de la structure de la population, et du point de vue des politiques publiques, on a eu donc en 2015 la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui a profondément réformé l'APA en cherchant à diminuer les restes à charge, en revalorisant le montant maximum que les plans d'aide peuvent atteindre, et en créant le statut de proche aidant pour permettre d'accélérer la reconnaissance des proches aidants et y associer un certain nombre de droits. Je pense qu'on va en parler. Et actuellement, il y a un projet de loi qui est le projet de loi Grand Âge et Autonomie. Alors, on est encore au stade de projet, donc j'ai juste sélectionné trois axes de discussion qui sont présents dans les rapports, donc notamment le rapport Libaud, qui est un peu le préalable à ce projet de loi, et donc qui invite à réfléchir sur la lisibilité des politiques,
et l'accessibilité des dispositifs existants aux personnes âgées et à leurs aidants. Parmi ce projet de loi, on trouve aussi la réflexion sur le financement et l'organisation de la politique, avec la possibilité peut-être de faire du financement de la perte d'autonomie une 5e branche de la sécurité sociale. Et enfin, toute une réflexion autour de l'attractivité des métiers liés au grand âge, parce que là j'ai parlé des aidants familiaux essentiellement, mais il y a toute une réflexion à mener sur les aidants professionnels qui jouent un rôle essentiel aussi dans l'accompagnement des personnes âgées, qui ont des conditions de travail et une très forte pénibilité au travail avec un faible niveau de rémunération. Donc c'est un secteur qui peine à recruter, là où on sait que la demande et le besoin de ces services va être de plus en plus pressant. Donc on sent qu'il y a un travail à faire sur l'attractivité de ces métiers. Donc je vais m'arrêter là pour laisser du temps à mes collègues et je vous remercie de votre attention. On peut poser des questions maintenant? On va laisser les deuxièmes Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Michèle Herman, je travaille au conseil départemental à la mission autonomie qui regroupe le champ personnes âgées et personnes en situation de handicap, et je suis en charge de l'ensemble des équipes d'évaluation, celles qui interviennent auprès des personnes âgées, essentiellement pour l'évaluation de l'allocation personnalisée d'autonomie, et aussi tous les professionnels de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, donc pour toutes les prestations délivrées par cette MDPH. Mais là, je ne vais pas m'étaler parce qu'on est loin d'avoir le temps. Donc, je m'excuse d'emblée pour mon propos un peu succinct et un peu généraliste, mais voilà, je vous invite, le temps imparti en fait me laisse pas le loisir de détailler plus avant, mais je vous invite effectivement à poser des questions de détails si vous le souhaitez là dans un deuxième temps. Donc je vais essayer de tenir mon temps. Donc ah oui, c'est à moi de dérouler le. Voilà. Donc comme ça a été rappelé, donc l'allocation personnalisée d'autonomie a été introduite par la loi du 20 juillet 2001, donc elle est en vigueur depuis janvier 2002. Et plus récemment, la loi d'adaptation de la société au vieillissement de décembre 2005 en fait a revisité un petit peu, j'ai envie de dire quand même assez à la marge, cette prestation. L'objectif de cette prestation, c'est bien de financer ou de contribuer en tout cas, parce qu'elle ne suffit pas à elle-même, mais de contribuer au financement des aides nécessaires à la prise en charge de la perte d'autonomie, en effet, des personnes âgées. Peut-être vous dire effectivement en quoi a consisté finalement les aménagements liés à la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Effectivement, les plafonds ont été revalorisés, donc revus un petit peu à la hausse. Donc, je me permets de revenir un petit peu sur votre propos. En fait, ce qui est conditionné par le niveau de dépendance par le GIR, c'est bien le plafond maximum des plans d'aide et non pas le taux de participation, non pas le reste à charge. Donc voilà, en fonction du niveau de dépendance, il y a un plafond maximum et l'aide allouée ne peut pas dépasser ce plafond. Donc vous avez là les plafonds, vous aurez le support, donc voilà, ça peut vous servir de document de référence. Et le taux de participation, lui, alors la loi de 2001, en fait, l'avait inféodé uniquement au niveau de ressources des personnes âgées. Là, pour améliorer un petit peu la consommation finalement de l'APA, le législateur a voulu aussi rajouter une deuxième variable, à savoir le niveau de consommation du plan d'aide. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que lorsque vous arrivez en fait au plafond de votre plan d'aide, évidemment, les plans d'aide ils sont élaborés en fonction des besoins. En fait, c'est pour éviter que les personnes ne renoncent aux dernières heures finalement de leur plan d'aide. Je vous donne un exemple, 30 heures d'aide à domicile inscrite dans le plan d'aide. Si les personnes ont 2 € de reste à charge, peut-être que les 6 dernières euros, ils vont avoir du mal à les fois 30 heures, ils vont avoir du mal à les mobiliser. Donc du coup, là, le taux de participation, en fait, intègre cette notion-là, et le taux de participation, en fait, est moins important pour les dernières heures.
Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, en tout cas, c'est comme ça que le législateur l'a voulu. Ce qui fait que chaque fois que vous rajoutez quelque chose au plan d'aide, en fait, le taux est modifié, indépendamment des ressources de la personne. C'est un peu une usine à gaz quand même, voilà, je me permets de dire, parce qu'on a beaucoup de mal en fait à dire aux personnes quel va être leur taux de participation de manière anticipatoire. La loi ASV a introduit aussi l'évaluation multidimensionnelle. Alors introduit, c'est beaucoup dire, parce que les équipes médico-sociales en fait évaluaient déjà l'ensemble en fait de la situation de la personne pour élaborer un plan d'aide. En tout cas, l'idée c'était de formaliser peut-être davantage cette évaluation multidimensionnelle, avec un objectif aussi peut-être d'harmoniser davantage les pratiques des différentes équipes départementales, puisque la loi pose certains cadres, mais l'organisation de l'évaluation, les modalités, les équipes en place sont laissées complètement à la discrétion des départements. Enfin, cette loi ASV instaurait effectivement des enveloppes supplémentaires pour répondre à la question du répit de l'aidant. Et elle donne une définition que je vous donnerai tout à l'heure du proche aidant et du proche aidant indispensable. Parce qu'à un moment donné, il faut que l'aidant soit indispensable pour pouvoir mobiliser ces enveloppes supplémentaires. Ça, vous l'avez déjà dit, hein, les conditions d'éligibilité, plus de 60 ans, résidence stable en France, une perte d'autonomie mesurée par une échelle qui s'appelle la grille Agir, qui en fait classe les personnes en fonction de leurs besoins d'aide sur les actes essentiels de la vie, se laver, s'habiller, manger, se déplacer, assurer la gestion de son élimination, être cohérent et orienté. Hein, il y a deux variables qui traitent des fonctions, qui ont trait aux fonctions cognitives. Voilà. Donc en fonction en fait de votre degré d'autonomie sur tous ces items-là, vous êtes affecté à un GIR, un groupe iso-ressources. Le principe étant que toutes les personnes dans un même GIR ont besoin à peu près d'un même niveau de compensation pour pallier leur perte d'autonomie. Vous avez des GIR qui vont de GIR 1 à 6. Une personne en GIR 1 est totalement dépendante sur tous les plans, psychique, physique. Une personne en GIR 6 est autonome, en tout cas pour les actes essentiels. Elle peut avoir besoin d'aide sur les tâches domestiques. Une personne en GIR 4 a besoin un minimum d'un peu d'aide sur 2 actes essentiels, de manière très schématique. Les personnes éligibles à l'APA, c'est les personnes de GIR 1 à GIR 4. La particularité de l'APA par rapport à des prestations antérieures, c'est d'être une prestation en nature. C'est donc plutôt que d'évaluer un niveau de dépendance et d'attribuer de manière forfaitaire une allocation qui servirait certes à financer des aides, mais dont la mobilisation serait laissée à la main de la personne âgée. Là, l'idée, c'est d'évaluer très précisément le besoin, d'élaborer un plan d'aide totalement adapté en réponse à ses besoins, évidemment en cohérence aussi avec les souhaits de la personne. Il ne s'agit pas d'imposer un plan d'aide, mais en tout cas qu'il soit en cohérence avec les besoins. Et du coup, l'allocation, elle va venir financer ces aides-là, avec évidemment une limitation par un plafond. C'est les fameux plafonds liés au GIR que je vous indiquais tout à l'heure. Comment ça se passe ? Ce plan d'aide est élaboré en fait à travers une visite à domicile. Hein. Donc un travailleur social se rend au domicile de la personne et balaye avec elle effectivement tout le champ de sa vie et essaye de voir avec elle où sont ses besoins, quelles sont ses attentes et élabore du coup un plan d'aide sur mesure. Le corollaire de la prestation en nature, c'est qu'il y a une exigence de mise en œuvre effective telle que prescrit. Et donc le président du conseil départemental est en charge aussi du contrôle d'effectivité. Et lorsque le plan d'aide n'est pas mis en œuvre tel que prévu, il y a des récupérations. Il y a des indus en fait qui peuvent être... Enfin la personne, on va pouvoir lui demander de rembourser en fait une partie de cette aide qu'elle n'aurait pas utilisée à bon escient. Alors ça, je vais passer vite, mais ça vous donne quand même les aides finançables. Donc vous voyez, vous avez toute l'aide humaine dans les premiers blocs, tout ce qui est aide à la personne, donc aide aux actes essentiels, habillage, toilette, aide au repas, etc.
L'entretien du logement qui est pris en charge par cette prestation d'allocation personnelle d'autonomie, contrairement, je fais une petite parenthèse, à la prestation de compensation du handicap pour les personnes en situation de handicap où les tâches domestiques ne sont pas prises en charge. Alors cette aide humaine peut être mise en œuvre selon différentes modalités. Donc ça peut être un intervenant dans le cadre d'un emploi direct, c'est la personne âgée qui emploie la personne qui intervient. Mais ça peut aussi être l'intervention on va dire de services prestataires d'aide à domicile. Voilà. L'emploi direct pouvant être un emploi direct professionnel, mais il y a aussi possibilité de rémunérer des proches aidants via l'APA, et dans ce cadre-là aussi sous forme d'emploi direct, mais du coup avec des personnes qui sont déclarées. Voilà, donc ce n'est pas un dédommagement, c'est bien un emploi. On peut prendre en charge aussi dans le cadre de l'APA les frais annexes, portage de repas, des frais de téléalarme, des frais liés à l'utilisation d'articles d'hygiène, des couches en l'occurrence, pour être très précise. Possibilité de financer de l'accueil de jour, donc essentiellement pour les personnes qui ont des troubles cognitifs de type Alzheimer et apparentés, donc prise en charge dans des structures d'accueil du jour, finançable par l'APA. Tout ce qui va être aide technique à adaptation du logement, et puis l'hébergement temporaire. Donc là, on est dans le cadre du répit déjà. Et puis 2 enveloppes qui ont été rajoutées, le droit au répit, l'hospitalisation du proche aidant. Je vais vous dire un petit mot. Ça, c'est ce qui a été rajouté dans le cadre de la loi ASV. Ça va, je suis encore dans le temps. Donc le proche aidant. Alors, donc la loi ASV donne une définition de ce proche aidant. C'est un aidant qui intervient de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel. Alors je précise, un proche aidant qui pourrait être rémunéré au titre de l'APA, je vous disais qu'il y avait possibilité de rémunérer, alors pas le conjoint, ni le concubin, ni le pacsé, mais en tout cas les enfants peuvent être rémunérés à ce titre-là. Ils rentrent quand même dans cette catégorie de non professionnels, quand bien même l'APA permettrait de les rémunérer en emploi direct. Et puis pour accomplir du coup des actes ou des activités de la vie quotidienne. Une aide administrative, par exemple, ne va pas être considérée comme entrant dans cette définition-là. Et donc, évidemment, le proche aidant, c'est bien souvent le conjoint ou un enfant, ou une enfant, vous avez totalement raison. Mais ça pourrait être un voisin, ça pourrait être en tout cas quelqu'un qui entretient des liens stables et étroits avec la personne. Alors ça, du coup, ça doit être déterminé par le travailleur social qui va à domicile. C'est à lui d'identifier, du coup, le proche aidant d'une part, et c'est à lui d'identifier aussi le fait qu'il soit indispensable. Le proche aidant indispensable, en fait, assure une présence qui ne pourrait pas être remplacé, du coup, dans cette intervention par un autre aidant non professionnel. Voilà, le reste, je vous l'ai déjà dit. Donc cette enveloppe répit et cette enveloppe hospitalisation, en quoi consiste-t-elle? L'enveloppe répit, c'est une enveloppe de 500 € mobilisable en sus du plan d'aide lorsque le plan d'aide est arrivé à saturation. Donc vous vous souvenez des plafonds, par exemple 1700 pour le GIR1, vous arrivez au plafond. À ce moment-là, on peut enclencher l'enveloppe répit à condition qu'il s'agit bien d'un répit d'aidant indispensable. Et ce qui peut être financé du coup avec ces 500 €, c'est tout type d'intervention, type du répit. L'intervention d'aide humaine supplémentaire, de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire. 500 €, c'est pas grand-chose. 500 €, une journée d'accueil de jour, on est entre 50 et 60 €. Vous voyez, c'est 10 jours d'accueil de jour supplémentaire. De l'hébergement temporaire, on est plutôt sur 70, 75, voire davantage euros par jour. Donc vous voyez ce que ça finance en termes de prise en charge. Hébergement temporaire en général dans un EHPAD, au titre du répit. Donc voilà, vous financez pas, je ne sais pas si vous financez une semaine avec ça. Et en termes d'aide humaine, c'est pareil, c'est pas très, si vous partez sur entre 20 et 25 € de l'heure pour un intervenant en service d'aide à domicile, vous n'allez pas très loin non plus. Et de toute manière, je vais vous dire que cette enveloppe, elle est très peu mobilisée parce que de devoir être à saturation de plan d'aide
de devoir être aidant indispensable, en fait, on se rend compte que, voilà, un bel effet d'annonce, mais très, très peu de mobilisation et pas très effectif et pas très efficace, en tout cas, au titre du répit. L'enveloppe hospitalisation, c'est à peu près la même chose. En fait, c'est la possibilité de débloquer 900 € par hospitalisation d'un aidant, indispensable toujours. Alors à chaque hospitalisation, voilà. Il n'y a pas besoin de saturation là du plan d'aide, mais bon, ça ne permet pas non plus en tant que tel de financer, par exemple, une prise en charge 24 heures sur 24 à domicile. Enfin, vous voyez, la limite est quand même très vite atteinte. Voilà. Oui. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, du coup, c'est quand la personne l'aidant est hospitalisé, ces 900 € doivent servir à mettre en place de l'aide au domicile pour permettre à la personne de rester au domicile, en fait. Hein. Donc, on n'est plus vraiment dans le répit. Hein. C'est une aide au maintien à domicile. J'ai envie de dire une aide au maintien à domicile parce que ça ne finance certainement pas le maintien en tant que tel. Avec 900, je vous laisse faire le calcul. Avec 900 €, vous n'arrivez pas très loin non plus. Ça, c'est par rapport à la participation du bénéficiaire. Alors, je vous ai dit que la participation était évoluée en fonction des ressources et aussi du taux de consommation. Donc là, vous avez le volet ressources. Donc vous voyez, en dessous de 813 €, il n'y a pas de participation du bénéficiaire. Donc c'est intégralement pris en charge. Et voilà, ensuite, vous avez une fourchette avec une augmentation, alors pas linéaire, puisque en même temps intervient aussi le taux de consommation du plan d'aide, mais voilà, à un moment donné, vous arrivez à 90% de participation, du coup, de reste à charge, si vous voulez, au-delà de ce niveau de ressources, quoi qu'il arrive, l'APA finance à hauteur de 10%, ce qui fait dire que l'APA est une prestation universelle. Vous voyez, il n'y a pas un plafond au-dessus duquel vous ne pourriez pas bénéficier de l'aide. Et ça, c'est mon collègue. Donc, Jean-Noël Collignon, j'ai été présenté tout à l'heure, donc chargé de mission santé au conseil départemental. J'insiste sur le vocable santé, ce n'est pas le volet sanitaire, comme je dis toujours, qu'on peut retrouver dans le code de la santé publique et qui là est lié aux hôpitaux. On est sur le volet médico-social qui appartient, qui incombe aux conseils départementaux. Alors, ce qui vous a été présenté jusqu'à présent, c'est, je dirais, les cadres, la politique qu'il nous faut développer. Je prendrai le temps, rassurez-vous, peu de temps, 4 diapositives. Je comprends qu'on va laisser le temps ensuite aller aux échanges pour illustrer les actions de terrain qui peuvent être induites par tous ces dispositifs qui vous ont été mentionnés. Il y a quelques jours, on a eu, ce début de semaine, la journée nationale des aidants. Et quand on commence à donner un nom à une journée en particulier, c'est qu'il y a une forte préoccupation et un souhait d'aboutir jusqu'à des concrétisations de terrain. Le conseil départemental s'est rendu compte que dans le rôle qu'il a à jouer sur la notion d'aidant, il y avait matière à développer un plan d'action. Donc pour 2020, nous avions développé un plan d'action. Bien sûr, ce n'est pas juste le conseil départemental qui est seul acteur. Il y a toujours des plateformes de répit, il y a un tissu associatif très fort. Bien sûr, tout le monde agit en symbiose. Dans le plan d'action, pour autant que nous avons développé et qui a été partagé avec les acteurs dont je parlais, nous avons ciblé un enjeu qui est d'informer, de soutenir, d'accompagner les aidants, parce qu'il faut bien avoir conscience que c'est le maillon essentiel de soutien à domicile, comme on vous l'a déjà dit. Pour cela, on est parti sur des perspectives d'objectifs. Mieux connaître le public des aidants et ses besoins. Également, accompagner les aidants en ayant une communication qui soit ciblée à leur égard, ce qui souvent fait défaut. Pour cela, nous avons cherché à mettre en place des outils de pilotage par rapport à la politique publique d'aide aux aidants et par rapport à des actions à mener. Voilà, merci. La première chose qui a été
vu comme essentiel, c'était d'identifier les aidants. Parce qu'on peut mener toute politique que l'on veut, si on n'a pas identifié le public vers lequel on veut orienter nos actions, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour cela, il faut construire un outil de recensement. L'outil de recensement, il correspond à un objectif que nous avons dans notre schéma autonomie, qui est de mieux connaître pour mieux accompagner. C'est clairement dit, et c'est ce à quoi on cherche à s'employer, en cherchant à connaître le nombre d'aidants, donc du quantitatif, mais également, à terme, du qualitatif, pour essayer de mieux serrer les besoins des aidants. Pour tout cela, on a donc une perspective qui est l'élaboration d'un tableau de bord de pilotage de l'aide aux aidants. On va l'appeler comme ça. Pour autant, l'idée d'identifier les aidants ne peut pas non plus faire fi de la mobilisation des partenaires, puisque je le disais tout à l'heure. Et c'est pour ça que nous agissons de concert avec, alors pour les gens qui parmi nous ne sont pas familiers des acronymes, avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile, avec les services polyvalents d'aide et de soins à domicile, ou bien avec les services de soins infirmiers à domicile, mais également les médecins traitants, les établissements personnes âgées ou personnes handicapées qui sont également concernés, les communes, les plateformes de répit. L'idée est à terme d'établir des conventions avec tous ces acteurs pour que nous puissions avoir un recueil commun, un annuaire commun des aidants. Et à ce moment-là, reboucler avec ce que je déclinais d'emblée, qui est pour nous, dans les enjeux, pouvoir à tout moment proposer, informer l'aidant de ce qui peut exister en matière de politique qui lui est orientée vers lui. L'idée, c'est donc de structurer des nouveaux partenariats également avec d'autres acteurs qui, pour l'instant, ne sont pas toujours, je dirais, identifiés comme étant aussi proactifs que nous et en tout cas en lien avec nos politiques. Je pense notamment aux caisses de retraite, aux mutuelles. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer tout le monde pour permettre d'aller tous dans le même sens. La dernière diapo, c'est une chose de dire qu'on cherchera à identifier les aidants, mais c'est une chose déjà au départ de permettre aux aidants eux-mêmes de s'identifier comme tels. Combien de fois nous rencontrons dans nos services, là on a parlé par exemple des enfants qui aident leurs parents âgés, mais qui ne se considéreront pas du tout comme des aidants. Pour eux, c'est naturel. Oui, mais derrière, il y a quand même tout un ensemble de dispositifs, toute une politique d'accompagnement possible et qui peut être bon pour eux, pour, par exemple, ne pas souffrir d'isolement, pour savoir à quels droits ils peuvent prétendre, comment mieux aider plus facilement leurs anciens. L'idée, c'est de pouvoir déjà faire en sorte qu'ils s'identifient. Alors là, on avait prévu dans notre plan d'action 2020 un ensemble d'actions, aller vers les aidants, une stratégie de communication avec notamment des événementiels sur les différents territoires. Tout cela a été, je dirais, reporté, non pas annulé, mais reporté à cause de la crise sanitaire, d'autant qu'on s'adresse souvent à des publics qui peuvent être étroitement concernés. Mais ça n'est que partie remise. Je pourrais le détailler davantage si vous le souhaitez lors des échanges. Le plan d'action, c'est également des actions de soutien aux aidants par l'offre de répit. Donc là, on en a déjà parlé, on pourra en parler davantage. Ou bien également ce qu'on appelle le relayage, que les Canadiens et les Québécois appellent le baluchonnage, c'est-à-dire la présence de travailleurs sociaux au domicile de la personne âgée, en l'occurrence, par exemple, s'il y a besoin d'une présence humaine à un moment donné, pour permettre à l'aidant d'avoir un réel répit. Voilà ce que je pouvais vous dire de façon succincte. Merci. Alors, Marine Média, journaliste scientifique, je vais lancer les questions. J'en ai une première sur l'impact de la Covid-19, s'il y avait eu un impact sur les aides à domicile et sur les aidants. Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, notamment pendant le confinement où les déplacements étaient peut-être plus compliqués pour se rendre à domicile. L'impact de la Covid sur les... Vous m'entendez là? Oui. Alors durant toute la crise sanitaire, nous on a continué
en fait, entre guillemets, à intervenir auprès de ces publics. Donc nos travailleurs sociaux, en fait, ont continué à faire des évaluations par téléphone, ont été en lien aussi avec les services hospitaliers. Donc on a mis en place des procédures d'urgence, en fait. Donc, c'est-à-dire une intervention en urgence de services d'aide à domicile autant que de besoin. On a communiqué en direction des services d'aide à domicile pour leur demander de prioriser leurs interventions pour de l'aide à la personne plutôt que pour des tâches domestiques, ce qu'ils ont fait. Et donc, ce qui a permis effectivement à peu près de couvrir le besoin et notamment qui a permis aussi des nouvelles interventions dans le cadre de ces procédures d'urgence. Alors ça, c'est une première réponse. Après, évidemment, il y a eu toute la difficulté d'intervention du fait de l'absence de matériel, etc., de masques, entre autres. Et, donc, il y a eu toutes ces difficultés-là, mais qui n'étaient pas propres au service d'aide à domicile. En tout cas, il n'y a pas eu de situation où les personnes se sont retrouvées sans aide, dans une difficulté absolue. On avait mis en place aussi tout un système de répondeurs au téléphone pour les situations, pour essayer tout un système de cascade pour répondre aux situations d'urgence. Et puis il y a une mobilisation aussi du coup de proximité des communes, etc., qui pouvaient signaler des situations de difficulté. Et on a l'ensemble du réseau s'est mobilisé pour essayer de ne laisser personne dans des situations de désœuvrement total. On a essayé de le faire, autant que faire se peut. Je vois François qui... Je ne parle pas du conseil départemental, mais certaines structures ont du mal à se déplacer. Oui, bien sûr. Ce que je dis, c'est que je pense que les situations les plus urgentes, celles qui ont nécessité vraiment l'aide à la personne et où finalement l'intervention était indispensable, du coup je ne parle pas de l'aidant, mais je parle de l'aide professionnelle, parce que c'est ce que je dis, je pense qu'on a à peu près pu couvrir de ce que j'ai vu de ma fenêtre à moi. Là, je parlais de ma réflexion, ce n'était pas par rapport au conseil départemental, mais en tant que professionnel de terrain, on a quand même pu assister à certaines structures d'aide à domicile qui n'intervenaient pas dans un premier temps, parce qu'ils avaient leur protocole d'application vis-à-vis de leurs employés. Tout comme certains médecins, dans un premier temps, sans doute moins les généralistes que les spécialistes, étaient absents dans un premier temps, le temps que tout s'organise dans la profession. Oui, je compléterai peut-être en disant qu'effectivement, tout le monde a conscience que la crise Covid a généré beaucoup d'isolement, que ce soit d'ailleurs les personnes âgées ou les personnes handicapées. Et chaque fois qu'on a pu, effectivement, je crois que tous les partenaires, tous les acteurs ont essayé de répondre avec le plus de célérité possible. Néanmoins, c'est vrai que ce soit les personnes âgées, que ce soit leurs aidants, il y a eu ce problème d'isolement. C'est pour ça qu'en sortant de cette crise Covid, même si on y est toujours, mais je dirais de la période où on a tous été confinés, l'urgence a été de mettre en place peut-être des outils pour justement essayer de répondre à ce qui a pu être un fort coup d'accordéon, par exemple avec la conférence des financeurs, le conseil départemental et d'autres acteurs met en place ce qu'on appelle le plan d'urgence répit, ce qui est une réponse qui n'est pas la réponse classique. Il y a du répit. Là, c'est un plan d'urgence classique avec 2 axes, dont un est le soutien psychosocial, parce qu'on se rend compte qu'il y a des forts besoins de ce type. En rebondir juste sur le côté Covid, étant aussi professionnel sur le terrain, actuellement, la réévaluation se fait-elle directement à domicile ou est-ce qu'il y a un temps d'adaptation aussi à ce niveau-là pour les professionnels de la Oui, vous avez raison de le souligner. La question, c'était aussi comment on protège nos professionnels et comment on protège les personnes âgées, finalement, qui, elles, sont vulnérables, font partie du public vulnérable. C'est pas forcément pertinent d'envoyer quelqu'un à domicile. Donc, pendant la crise, on a continué les évaluations, mais par téléphone. On a largement privilégié ça. Là, aujourd'hui, on repart sur des évaluations à domicile si nécessaire. On continue aussi à faire des évaluations par téléphone. Alors, ce qu'on demande, c'est que les personnes portent un masque. Donc, on protège aussi nos professionnels et du coup, on prévient à l'avance de la mise en place de ces mesures. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais on reste sur le pont. Mais il y a cette double...
Enfin voilà, je pense que la première chose, c'est de protéger aussi les personnes elles-mêmes. Parce que nous-mêmes aussi, on va dans ici, on essaye de mettre en place les prestations, donc le personnel, forcément aussi. Vous intervenez dans quel type de structure? Structure de service à la personne, auxiliaire de vie, ménagère, garde d'enfants. Donc oui, on a été dans le contexte, Covid, on y est toujours. Et du coup, est-ce que ça a un impact sur le traitement des dossiers? Parce que beaucoup de familles se plaignent de retard, notamment dans la prise en charge des dossiers qui sont déjà en règle générale assez longs. Est-ce que ça a eu un impact? Je pense que de combien, comment vous pouvez l'expliquer aux familles qui nous sollicitent? Alors ça a eu un impact effectivement. Alors indépendamment de la crise Covid, on a un certain délai de traitement qui est aujourd'hui assez long, quoi, ça je le dis très clairement, pour un problème de ressources, de ressources humaines sur ces missions-là, on va être très clair, indépendamment du Covid. Donc évidemment le Covid est passé par là. Ça n'a pas vraiment eu d'impact en termes. Il y a peut-être un petit passage à vide, peut-être la première semaine de confinement, le temps de s'organiser, mais après les équipes ont continué à évaluer selon le même rythme par téléphone. Alors évidemment, avec c'est des jeunes professionnels avec des enfants qui étaient à domicile avec leurs enfants, comme beaucoup d'entre nous. Donc du coup, ça a pu un petit peu aussi infléchir le nombre de dossiers traités. Il faut que je dise ça comme ça. Maintenant, on a quand même constaté une forte diminution du nombre de demandes pendant la crise sanitaire, en termes de première demande et de révision. On en discutait tout à l'heure. Du coup, le délai moyen de traitement ne s'en trouve pas impacté. Alors, je ne sais pas l'expliquer. Est-ce que les gens ont... il y a peut-être eu des décès aussi, tout simplement. Donc, une diminution à cet endroit-là. Il y a eu aussi des personnes qui n'ont peut-être pas eu recours, comme pour le moindre recours aux soins, peut-être aussi le moindre recours à la demande d'aide dans ce cadre-là. En tout cas, on a constaté cet infléchissement. Voilà, mais donc aujourd'hui, on est à peu près à 4 mois de délai quand même pour un dossier à part. Oui, bonjour, je suis mandataire judiciaire pour les personnes sous tutelle. Et je voulais juste vous apporter un cas concret. J'ai fait une demande le 21 février et j'ai rendez-vous cet après-midi avec le conseil départemental pour une aggravation. Oui. Voilà le délai, quoi. Oui. Si vous voulez, moi je suis un peu dans la vraie vie, quoi. Oui, moi aussi. Voilà. Oui, je sais. En fait, à la question de madame, j'ai une autre situation, en fait, d'un retour à domicile que je dois organiser là d'une personne qui est en EHPAD, qui n'a pas les moyens de rester en EHPAD. Donc, en fait, il a été décidé la semaine dernière du retour à domicile. Donc, il faut que j'organise ça en tant que mandataire. Ma grosse difficulté, c'est de trouver un médecin traitant sur Schiltigheim qui veut bien s'occuper de cette dame toutes les semaines, quoi. Et là, j'ai à peu près une dizaine d'appels et de refus. J'en ai déjà parlé avec le médecin à côté de moi, parce que vraiment, c'est une grosse difficulté. Donc, j'ai trouvé le prestataire. Il y a la pas d'urgence à faire. Du coup, on me dit que c'est pas moi qui peux le faire, mais en fait, l'assistante sociale de l'établissement. Et donc, après, je ne sais pas combien de temps ça va durer au niveau de la pas d'urgence. Il y a plein de choses à mettre en place. Et souvent, franchement, on souffre de solitude, nous, parce qu'on n'a pas vraiment de... Bien sûr, vous êtes là, mais je veux dire, ce qui serait peut-être bien, c'est une hotline, ou genre un via trajectoire, où en est mon dossier, parce qu'à un moment donné, on se pose des questions. J'en ai d'autres comme ça qui sont... Je ne sais pas où. On m'a écrit, on parlait d'ALPH avant, février, on m'écrit que mon dossier sera traité dans 4 mois. Hier, du coup, j'ai fait un mail, j'ai la réponse, il sera traité là en octobre, le 13 octobre. Et c'est un peu ça, on souffre, on sait que vous êtes là, vous existez, mais on n'a pas, si vous voulez, de point d'appui, quoi. Donc ma demande, c'est vraiment ça, de dire, là, mettons quelque chose, après on a un globule, une fois que la personne est prise en charge, il y a la Maya, mais c'est souvent difficile de dire, on commence par quoi, par qui, voilà. C'est un peu moi je ressens ça. Après, vous parlez du Covid, on a quand même été au début très, enfin disons nous en tant que professionnels, ça a été très compliqué pour nous. On n'avait pas de masque, ni pour les personnes, parce que les emplois directs, en fait, vous en parliez avant, pour eux, on n'avait rien. On n'avait rien, on a couru après les masques, je peux vous dire, combien de prestataires j'ai appelé, je soudoyais, parce que je suppliais, parce que ces personnes ne voulaient pas aller chez les personnes. La personne que je rencontre cet après-midi,
c'est un maintien à domicile par mois, il coûte 8 000 €. C'est quelqu'un qui a les moyens, mais c'est énorme, quoi. Et donc, en fait, il y a des gens qui viennent 3 fois par jour et 1 fois la nuit, et je n'avais rien, pas de masque. Vous ne pouvez pas dire aux gens, lavez vos masques, c'était pas possible, quoi. Donc, je suis allée, en fait, en chercher chez la Bonale. Ça a été aussi très, très compliqué. Au début, c'était très compliqué. J'écrivais tout le temps au conseil départemental, mais aidez-nous, quoi. Aidez-nous, les emplois directs, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a, au bout, à peu près de 3 semaines, on a eu enfin des réponses par rapport aux emplois directs. Après, il y a l'histoire des chèques aussi au niveau des emplois directs. C'est aussi un système qui est un petit peu obsolète maintenant. On vous envoie un chéquier, il faut le remettre à la personne. Donc ça aussi, il faut peut-être réfléchir si on ne peut pas aller vers autre chose, quoi. Si vous voulez, moi je suis prête à apporter mes témoignages pour essayer d'avancer, parce qu'on est au quotidien, puis voilà, on est tout le temps confronté à ce genre de choses, quoi. Merci. Je sais pas, peut-être que ça appelle quand même une autre réponse. J'entends. Oui, le délai, oui. Je vous ai dit, il y a un vrai problème en termes de ressources humaines. Je suis la première à le déplorer. On se dirige vers une collectivité européenne d'Alsace avec peut-être une opportunité là à remettre un peu à niveau, voilà, parce que nos collègues orinois, eux, sont dans des délais beaucoup plus réglementaires, on va le dire comme ça. Comment ? Alors ça me dit rien. Via trajectoire MDPH, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ça c'est aussi un vrai sujet, donc c'est pas l'ordre du jour. Mais les personnes handicapées, dans le Haut-Rhin, en fait, ils ont un via trajectoire pour trouver un établissement pour la personne handicapée, dans le Bas-Rhin. Via trajectoire existe aussi sur le champ du handicap, hein, dans le Bas-Rhin. Maintenant, voilà. Donc voilà, effectivement, sur ce sujet, sur d'autres, il y a peut-être des choses qui peuvent évoluer, ça peut être une opportunité. Pour la procédure d'urgence, effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est la possibilité en fait de débloquer de manière anticipée, de manière forfaitaire aussi, un montant qui est très exactement la moitié du plafond du GIRIN, converti en heures prestataires. Voilà, pour une intervention immédiate, en attendant la mise en œuvre du plan d'aide. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement peut... Alors ça finance entre 40 et 45 heures selon le tarif du prestataire, pour une intervention par mois immédiate. Ça couvre ce que ça couvre, mais c'est mieux que rien. Je ne sais pas quelles étaient vos autres questions. La question de l'information, d'avoir accès à une information... ouais, ça c'est un serpent de mer. On entend. C'est compliqué, on est difficilement accessible, on est, j'allais dire, victime de notre succès. Non, mais c'est vrai, oui. Après, c'est vrai que de l'information, vous en avez aussi dans les UTAMS, donc sur les territoires. Si c'est à votre... Mais après, l'information sur l'avancement des dossiers, je suis pas sûre qu'en les UTAMS, ils soient tous en... On y travaille, on essaie de les former, ils ont accès au logiciel. Donc, on a bien cette préoccupation en tête. Après, il faut mettre en œuvre. Et puis, je sais pas quelle était... Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions de la personne en EHPAD qui va retourner. Parce que bon, là, il y a l'aide sociale, bah oui. on est resté en EHPAD, Oui. la famille, on parlait des aidants, Bah oui. qui en fait est absent. Oui. Parce que voilà, il y a des histoires de famille, ça fait 20 ans qu'elle n'est pas présente, ils ne veulent pas payer. Un retour à domicile, et la dame le souhaite en plus. Donc, la procédure d'urgence est un premier niveau de réponse. Ouais. Après, oui, alors. Vous pourriez le faire. Après, je suis un peu étonnée de cette réponse. C'est vrai qu'habituellement, c'est... Alors, on va peut-être juste laisser la parole à d'autres questions, et puis sinon, à la fin, vous reviendrez peut-être de manière plus privée sur... Avec votre situation, vous me direz. On va laisser monsieur, et après, on a des questions en ligne. Oui, peut-être qu'il pourrait y avoir une sorte de prédigestion de certaines situations par la PRAG, la plateforme régionale d'appui aux médecins généralistes, qui travaille main dans la main avec les MAIA, donc indirectement avec le conseil départemental, pour essayer peut-être
de faire un tri dans les dossiers très urgents, qui à ce moment-là, généralement les personnes travaillent côte à côte, parce que les personnes de l'APRAC ont été très souvent présentes sur le terrain, en fait. Donc vraiment pouvaient se rendre à domicile, même si elles ont eu beaucoup de mal à obtenir les masques, c'est vrai, mais également pour les structures à domicile. Ce n'est qu'en fin de crise, ou à partir du moitié de la crise, que enfin ces structures ont été dotées de masques pouvant être cherchés, je crois, en pharmacie, des choses comme ça. Alors, moi, je vais vous relayer une question de Muriel qui demande s'il existe dans les CARSAT un plan d'aide personnalisé semblable à l'APA, et qu'est-ce qui détermine le choix entre ces deux aides? Oui, alors exactement, il existe le plan d'aide, le plan d'action, je ne sais plus, par personnalisé, c'est un PAP. Alors qu'est-ce qui détermine le clivage se fait par le GIR, hein, le groupe iso-ressources. Donc les personnes qui sont classées, on peut dire comme ça, en GIR 1 à 4, elles relèvent de l'APA. Les personnes en GIR 5-6, elles relèvent de l'action sociale des caisses de retraite. Alors c'est une action volontariste là pour le coup, avec des critères propres qui sont celles du GIR, mais il y a des critères supplémentaires, en particulier des critères de fragilité qui sont pris en compte au niveau des caisses de retraite. Alors, critères de fragilité, c'est un ensemble d'éléments qui tiennent au nombre d'hospitalisations, à l'isolement. Enfin voilà, il faudrait aller voir. Je pense que vous trouvez ça sur le site de la CARSAT. La question, c'était ce qui peut être couvert aussi par ce sont des heures d'aide ménagère aussi, parce que du coup, on est sur des personnes autonomes sur les actes essentiels, donc évidemment sur des heures d'aide ménagère, mis en œuvre aussi par des services d'aide à la personne. Et puis, il me semble qu'il y a un petit kit aussi, possibilité de financer des kits de prévention, possibilité de financer des aides techniques, de l'aménagement du logement, possibilité aussi d'avoir accès à des actions de prévention, du coup, qui sont menées par divers prestataires, financés par les caisses de retraite, en lien d'ailleurs et en articulation avec tout ce qui peut être financé au niveau de la conférence des financeurs, de la perte d'autonomie des personnes âgées, la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Voilà. Et il y avait une seconde question, c'est l'aidant peut-il être un enfant qui a une activité professionnelle? Comment un tiers peut-il justifier de sa qualité d'aidant? Quel justificatif à fournir? Oui, en fait, l'activité professionnelle ou pas n'est pas du tout, n'intervient pas. C'est vraiment, je vous donnais la définition, l'intervention fréquente, régulière sur des actes de la vie quotidienne. C'est ça c'est l'aidant, le proche aidant. Et puis après, le proche aidant indispensable, c'est quand il ne peut pas se faire remplacer par un autre non professionnel. Comment on justifie? En fait, c'est l'évaluation à domicile. Il n'y a pas de justificatif particulier, c'est l'évaluation de la situation, en fait. Voilà, il n'y a même pas de déclaration sur l'honneur ou quelque chose comme ça à fournir. C'est vraiment au vu de la situation. C'est pas toujours facile, effectivement, du coup, pour le travailleur social de se faire une idée, d'autant que, vous voyez, au vu du nombre de demandes, il faut débiter, donc c'est 2 visites par demi-journée, donc voilà, en 1 heure, ça fait quand même beaucoup de choses à évaluer, estimer, négocier, expliquer, y compris le chèque emploi-service, vous l'évoquiez, etc. Donc voilà. Vous aviez une question, monsieur, au début, je ne sais pas si on y a répondu. Non, pas du tout. Une question plus technique et plus générale. Quand vous parlez d'espérance d'âge, toujours, moi, je ne sais jamais ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire pour un enfant qui naît aujourd'hui, ou est-ce que c'est une personne qui vit aujourd'hui, qui a 50 ans, 60 ans? Alors vous avez raison, en fait, l'espérance de vie, on parle souvent, quand on parle d'espérance de vie, c'est espérance de vie à la naissance ou à 60 ans, parce que les chances d'atteindre un certain âge, elles diffèrent si on considère l'individu à la naissance ou à 60 ans, parce que entre 0 et 60 ans, on a des probabilités de mourir qu'on aura moins dans la suite du parcours. Les chiffres que je vous ai présentés, c'était à la naissance, je crois. C'est-à-dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui, si c'est un garçon, oui. il a 79 ans, et une femme 86 ans.
C'est l'espérance de vie telle qu'elle est signée aujourd'hui. Et après, à 60 ans, si je ne vous dis pas de bêtises, l'espérance de vie augmente parce que justement, on a éliminé tous les facteurs de décès liés peut-être aux accidents de la route, à certains types de cancers. Donc oui, c'était l'espérance de vie à la naissance. Et j'ai une autre question sur votre intervention. Quand vous parlez de l'élasticité du reste à charge par rapport au prix, vous dites que c'est, pas dire inversement proportionnel, mais c'est pas proportionnel en tous les cas. Oui, alors du coup, l'élasticité prix, ça nous quantifie la variation de la consommation en fonction de la variation du prix. Donc par exemple, si le prix est multiplié par 2, est-ce que la consommation est multipliée par 2 ? Et quand vous parlez de consommation, c'est la consommation de quoi ? Alors là, du coup, c'était d'aide à domicile professionnelle. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer que finalement, si une personne ne consomme pas davantage d'aide, elle va consommer moins de produits alimentaires, par exemple, pour s'alimenter ? Alors exactement, c'est ce que j'ai essayé de dire. En fait, nous, on regarde comment est-ce que la consommation d'aide à domicile évolue lorsqu'on modifie le prix, donc là, lorsqu'on met une subvention sur le prix. Et si on voit qu'elle ne bouge pas, ça veut dire que la subvention, elle va venir payer l'aide à domicile, puisque c'est une subvention qui est affectée, c'est une aide en nature sur l'aide à domicile. Mais du coup, ça dégage du budget à la personne pour éventuellement se nourrir, se chauffer. Donc il y a quand même un effet de la politique qui est important et qui est pas... Enfin, ça ne veut pas dire que la politique n'atteint pas son but, ça veut juste dire qu'elle fait quelque chose. Ça veut dire qu'on peut qualifier ce que fait cette politique. Elle ne permet pas d'augmenter la consommation d'aide professionnelle, mais elle permet potentiellement aux individus de relâcher la contrainte budgétaire, pour parler en termes économiques, mais en tout cas d'avoir plus de budget pour d'autres biens éventuellement de nécessité. Ouais. Et j'ai une autre question par rapport au conseil départemental. Vos interventions se font financièrement auprès des personnes aidées ou c'est-à-dire que vous envoyez un chèque, je ne sais pas très bien comment ça se passe, vous faites un virement de 3 fois, auprès de la personne aidée ou auprès des fournisseurs ? Alors, la prestation, normalement, est versée à la personne elle-même. Hein. Maintenant, il y a des prestations qui sont financées, on va dire, en tiers payant. D'accord ? Donc, par rapport à tout ce que je vous avais décliné là, qui compose un plan d'aide, en cas d'intervention d'un service prestataire d'aide à domicile, le conseil départemental finance directement, donc en tiers payant si vous voulez, directement le service d'aide à domicile pour la part qui relève de son financement. C'est-à-dire que si l'heure d'intervention coûte 20 €, si la personne a 50% de reste à charge, le conseil départemental va financer directement le service d'aide à domicile, va lui verser les 20 €, les 10 €, et le service d'aide à domicile va facturer à la personne âgée son reste à charge, les 10 € restants. Ça, c'est pour les services d'aide à domicile. Pour l'accueil du jour, il en va de même. L'accueil du jour est financé en tiers payant. Pour tout ce qui est emploi direct, c'est un versement à l'usager, mais sous forme de CESU prépayé. Ça va même au-delà, ce sont des CESU, ce sont des tickets CESU prépayés, avec le montant effectivement qui correspond à ce qui est pris en charge par le conseil départemental. La personne doit mettre au bout ce qui relève de son reste à charge. Pour les charges, le conseil départemental paye directement l'URSSAF, verse directement en tiers payant à l'URSSAF le montant des charges, mais correspondant toujours à la participation qui relève, au financement qui relève du conseil départemental. Ce qui veut dire que les personnes doivent mettre au bout aussi. Et puis elles sont tenues de déclarer toujours à l'URSSAF via le chéquier, le volet social, etc. tous les mois, pour que le prélèvement se fasse en conséquence. Ce qui veut dire aussi qu'il faut que les personnes respectent et qu'elles mettent au bout. Sinon, elles ne mettent pas en œuvre de manière effective et ça génère des indus. Je ne sais pas si je suis très claire. C'est-à-dire que si elles ont 50% de taux de participation et qu'elles ne mettent en œuvre que la moitié des heures en finançant intégralement avec l'APA, elles ne sont pas dans les clous. Elles sont censées mettre en œuvre l'intégralité et mettre au bout leur participation. Voilà. C'est très compliqué. Et puis tout ce qui est frais annexes, les téléalarmes, ça c'est versé directement à la personne. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout... Oui, c'est pour ça que je vous dis, quand le travailleur social vient et explique tout ça en 1 heure... Si la personne est toute seule, c'est... Alors, peut-être... Oui, mais je vous en prie. Le social arrive, voit la personne âgée dit tout va bien. Le travail social, c'est
faire la part des choses. Oui, alors du coup, je rentre un peu dans le détail, on a bien conscience de ça. Hein. Donc, il y a une première étape avant que le travailleur social va à domicile, qui est une première évaluation en fait par nos médecins, parce que du coup, une équipe médico-sociale, il n'y a pas que des travailleurs sociaux. Sur la base du certificat médical qui est rempli par le médecin traitant, on a une première idée quand même de la difficulté de la personne, et ça nous permet notamment de repérer aussi les troubles cognitifs, hein, parce qu'effectivement, ce cas de figure-là, on peut s'y trouver très facilement, passer à côté d'un Alzheimer débutant, quelque chose comme ça, une personne qui dit être parfaitement autonome alors qu'elle ne l'est pas du tout. Donc il y a cette étape-là. Le travailleur social a possibilité aussi de contacter d'autres intervenants. Hein. Typiquement, vous êtes tutrice, madame, enfin mandataire judiciaire, donc je pense que de temps en temps, vous pouvez avoir ce genre de contact. L'entourage aussi, hein. Je veux dire, quand on sait qu'il y a des problématiques cognitives, ben, on ne va pas s'en arrêter à ce que la personne aura dit. Donc voilà. Mais toujours dans une certaine proportion, parce qu'au vu du nombre de demandes que nous avons à traiter, de la liste d'attente, eh ben, on n'a pas non plus les moyens voilà, donc on est toujours pris dans cette tension-là, mais on essaye effectivement de prendre des renseignements suffisants pour établir quelque chose qui tienne la route. Après, par rapport à l'emploi direct, très clairement, c'est pas une bonne idée que de mettre en place de l'emploi direct pour une personne relativement dépendante, d'autant qu'elle reste l'employeur de la personne qu'elle emploie, avec tout ce qui a trait. Hein. Donc voilà, il y a quand même des personnes âgées qui se retrouvent régulièrement dans les prud'hommes, quoi. Hein. Donc on ne conseille pas. Mais après, on reste aussi dans le choix de la personne, et puis parfois, la personne, ça lui permet aussi de rémunérer un proche aidant, vous voyez. Donc voilà, et puis comment dire, avec cette logique de plafond qui est convertie en heures d'intervention, l'emploi direct revient quand même beaucoup moins cher qu'un service d'aide à domicile. Du coup, ça permet de mobiliser plus d'heures. Donc ça, c'est aussi un petit peu la limite. Hein. Alors, on va juste prendre une dernière question, madame, et après, je pense qu'on sera dans le ouais. Donc, je vous laisse. Alors, j'ai une question sur le personnel, puisque c'est le personnel qui va à domicile. Hein, c'est une des problématiques de toutes les sociétés, c'est le recrutement. On est quand même dans quelque chose d'essentiel dans la prise en charge du domicile et du maintien à domicile. Et nous, en tant que prestataires, on se retrouve face à cette problématique de recrutement. Ouais. Il y a du turnover, où il y a énormément de femmes seules avec des enfants pour ces métiers-là. On recrute de plus en plus d'hommes, ça nous soulage quand même, ça nous rassure, pas pour l'avenir. Mais en termes de formation, parce qu'on se retrouve avec un recrutement de professionnels qui n'ont pas assez pratiqué au niveau matériel. Parce que le matériel est de plus en plus conséquent à domicile. Je parle de matériel de cinémalage, de choses comme ça où il faut connaître et pratiquer pour pouvoir aider ces personnes à domicile. Et quand ils sortent de formation, là je ne vais pas donner des centres, mais je ne sais pas si vous en connaissez sûrement, et ça commence à se développer au niveau de ces centres pour former ce personnel. Mais en termes de stage, ils rencontrent un grand problème, c'est qu'à domicile, les patients, les clients refusent d'avoir des stagiaires, avoir du monde, notamment dans la période de Covid. Donc ces personnes ont du mal à aller en stage. Elles ne vont pas à l'hôpital, puisqu'elles ne sont pas accueillies à l'hôpital. Aux maisons de retraite, je n'ai pas l'impression que ce soit très demandé non plus. Hein. Je parle des auxiliaires de vie, dans l'aide à l'autonomie. Et donc, du coup, nous, quand on les reçoit, puisque c'est notre rôle de les recevoir, puisque c'est nos futurs professionnels qu'on recrute sur le terrain, et du coup, on a cette difficulté de les amener vers des situations difficiles pour qu'elles puissent voir le travail, la réalité du terrain. Donc, le recrutement est un problème récurrent pour les sociétés de services à la personne. Je le dis parce que c'est quelque chose, sans ces personnes, on ne peut pas nous faire. Donc, je ne sais pas si au niveau du département, on a mis le doigt là-dessus, mais c'est vraiment une problématique. Il y a un réel turnover et on a un problème de recrutement. Voilà, en tant que prestataire, je tenais à le dire. Vous avez tout à fait raison. Hein. C'est vraiment la question de l'attractivité de ces métiers. Bah, il y a un sujet autour de la rémunération aussi. Hein, donc, et si je puis me permettre aussi de rajouter, en dehors du matériel, je suis aussi prestataire. On est confronté à des situations de plus en plus complexes où les soins infirmiers, le corps médical infirmier se retire et on est confronté à des situations où on fait des choses qui ne sont plus du tout dans le cadre de l'auxiliaire de vie, mais malheureusement pour maintenir les personnes à domicile, on est obligé de le faire, que celles-là qui ne sont pas rémunérées à la hauteur de ce qu'elles font. Donc le recrutement, je souligne aussi, c'est très difficile. Puisqu'on parlait des SIAD, des centres infirmiers à domicile, sont victimes de leur succès, ils ne peuvent plus prendre de situation et souvent ils se rabattent dans des structures comme les. Oui, c'est très juste. Vous parliez de rémunération de nos auxiliaires de vie.
Je rebondis aussi sur le financement du conseil départemental. Donc, en tant que prestataire, on convertit vos financements en nombre d'heures. Mais par exemple, nos dimanches ou nos heures de nuit, la majoration n'est pas prise en charge par le conseil départemental. On ne peut plus, du coup, nous, en tant que prestataire, ne serait-ce qu'augmenter un peu nos auxiliaires de vie parce qu'on est déjà à charge cette majoration qu'on ne peut plus répercuter sur le financement du conseil départemental. À côté de ça, nous, on majore bien évidemment nos auxiliaires de vie qui travaillent de nuit ou les week-ends. On a des bénéficiaires qui renoncent au dimanche parce qu'ils ne peuvent plus le payer, se mettent en danger parce qu'ils ne peuvent plus payer ne serait-ce que la majoration. Même si on se met au tarif conventionnel le plus bas pour ne même pas mettre nous-mêmes notre augmentation, enfin, si c'est 21 € le tarif conventionné, si nous on est à 23 €, des fois on ne le met même pas parce que déjà les personnes renoncent au dimanche. Donc en plus ce serait renoncer encore à des heures pour eux parce que les 2 € de l'heure, on n'arrive même plus à payer. Donc, je ne sais pas si le conseil départemental va faire quelque chose pour cette majoration, mais c'est vrai que nos bénéficiaires se mettent en danger parce qu'on en a plusieurs. Je pense que vous êtes peut-être confrontés aussi à ça. On se rabat sur les 21 quand on a un nombre conséquent, voilà, les personnes ne refusent pas la l'aide. C'est ça. Mais les week-ends, enfin le dimanche, je pense que vous avez le même souci. Le nerf de la guerre, on sait que c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Le conseil départemental finance effectivement un tarif départemental de 21 €. C'est le tarif intermédiaire. Il y a un tarif supplémentaire de 23 €, je ne sais plus combien, je peux vous le dire exactement, qui est fonction aussi de la qualité de la prestation dans le cas de CEPOM qui peuvent être, de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui peuvent être signés avec le conseil départemental. Il y a eu un gros effort qui a été fait depuis 2 ans sur le tarif. On est très largement au-dessus de la plupart des tarifs de la plupart des départements. Peut-être du coup dans une optique CEA, vous dire qu'effectivement le Haut-Rhin prend en charge des tarifs différenciés jour et nuit, mais avec un tarif du coup de base nettement inférieur. Donc voilà, donc là il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement en cours. Je ne suis pas sûre qu'on va rajouter encore. Voilà, donc là aujourd'hui je peux pas vous dire, mais je tiens quand même à vous signaler. Par exemple, à titre de comparaison, sur la prestation de compensation du handicap, il y a un tarif national qui est à 17,60 €. Donc beaucoup de départements pratiquent ça, ce qui n'a pas été le choix non plus du département du Bas-Rhin, qui d'emblée, et également pour les personnes handicapées, part sur ces mêmes tarifs. Voilà, donc, mais j'entends bien que ça reste peu attractif. En même temps, si vous augmentez encore l'heure, ça fait encore moins de tarifs, ça fait encore moins d'heures mobilisables pour la personne âgée. Vous voyez le principe même de l'APA, du coup, et voilà, porte en lui ce paradoxe. Voilà, on va le dire comme ça. Et en même temps, on a besoin d'une aide formée, ça je l'entends bien, parce que ça c'est une des difficultés. Problème de recrutement, problème de formation, et évidemment derrière, problème de valorisation salariale. Mais c'est juste, pour les soignants, on est à peu près sur les mêmes difficultés. Et même, vous savez, au niveau de nos équipes, recruter des travailleurs sociaux, aujourd'hui, c'est très compliqué. Peut-être juste pour compléter, en fait, les questions que vous soulevez, c'est des questions qui sont structurelles et qui clairement se régleront pas à l'échelle du conseil départemental du Bas-Rhin, ça se pose vraiment partout. Bon, alors je serai un peu optimiste et peut-être naïve en vous disant qu'il y a eu le rapport El Khomri en octobre 2019 qui dit tout ce qu'il faut changer sur l'accompagnement du secteur de l'aide à la personne. Il y a plein de mesures qui sont envisagées, c'est une des priorités des réformes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à changer structurellement et que je pense qu'augmenter d'1 € le tarif conventionné, ça ne réglera pas toutes les questions. Donc il y a une réflexion qui est en cours là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, juste pour peut-être essayer de vous rassurer, par exemple, je ne sais pas si ça va vous rassurer d'ailleurs, mais ce que disent les économistes, c'est qu'il faut aussi, il faut prendre ce secteur au sérieux parce que, on va avoir besoin, ce que vous dites, de plus en plus de personnes pour accompagner les personnes âgées. Ça va être une demande de plus en plus forte. Et d'un point de vue économique, on a intérêt à développer ce secteur correctement, à pouvoir recruter correctement, parce que c'est un vivier d'emploi avec des niveaux de qualification plus ou moins élevés, mais donc accessibles à tout le monde. C'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc en fait, même en termes économiques, c'est rationnel de se dire ce sont des emplois qu'il faut développer, aussi bien d'un point de vue humain et social que d'un point de vue purement économique. Donc voilà, avec mes collègues économistes, c'est des questions qu'on essaye de faire remonter, toutes les questions de conditions de travail, de rémunération, de représentation aussi de la profession et de la mise de souligner la valeur sociale de ces métiers-là, quoi. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de travail et que ça ne se réglera pas uniquement au niveau du conseil départemental. Alors on a tout... Non.
incapacités et qui ont besoin. Vous avez répondu, voilà, c'était pour savoir est-ce qu'il y a une réflexion vraiment collective sur l'organisation des choses dans le fond, donc une vision un peu structurelle avec tous les champs attenants et notamment le champ, comme vous disiez, des métiers du grand âge qui sont mal vus, quoi, qui sont dévalorisés, donc qui sont peut-être une explication parce qu'ils sont féminisés, donc aussi un travail sur ça à faire. Et voilà, c'était juste pour vous demander si vous aviez mesuré l'urgence de cette transition démographique qui va arriver. Et une autre indication, juste à titre informatif, il y a 2 indicateurs pour mesurer l'espérance de vie. Donc c'est dont vous parliez, l'espérance de vie à la naissance, et il y a aussi l'espérance de vie sans incapacité. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci pour vos interventions et je vous laisse la parole à Agnès. Bien, mais écoutez, nous arrivons au terme de cette 6e session des rencontres alumni du réseau alumni de l'Université de Strasbourg. Je tiens à vous remercier très chaleureusement au nom de l'Université de Strasbourg et du réseau alumni pour vos interventions qui ont été vraiment à la fois très riches, très constructives. Et bien sûr, on se rend compte que c'est un sujet à la fois d'urgence, comme vous l'avez bien sûr souligné, mais aussi d'avenir. Et qu'il faudra, on l'a senti aussi, continuer à améliorer, à travailler sur les politiques publiques, puisqu'il y a effectivement beaucoup de retours et beaucoup d'enjeux qui sont en cours. Je vous remercie vraiment infiniment pour votre présence aujourd'hui, à vous également. Et je vous invite à regarder également les autres rencontres qui sont sur notre site alumni.unustra.fr, où nous avons d'autres rencontres. Celle-ci sera également enregistrée et retransmise sur notre site. Merci beaucoup, très bonne journée à vous et bel après-midi.